Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous recevons Charles Gave. Est-il besoin de le présenter? Notre ami Charles Gave fut présent à ce micro au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui. Et vous, cher ami, vous fûtes écouté par 1 million de personnes. J'en reviens pas. Eh bien, revenez-en, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la crise à venir. Oui. Monsieur Bayrou nous a dit que c'est la plus grave qui s'annonce depuis 1945. Alors, il y a bien sûr l'inflation, les pénuries, on va en parler, taux d'intérêt, déficit du commerce extérieur, le déficit budgétaire, la dette abyssale. Mais voilà qu'un nouveau problème se profile, et là, vous avez été prophète. L'euro. On va commencer par là. On finira avec le... Vous savez, les prophètes, en général, ils terminent au fond d'une cuve avec tout le monde qui leur jette des cailloux. Hein. C'est enfin dans la Bible. Hein. Oui, nul n'est prophète en son pays. Oui, ça, mais vous l'avez quand même été, en matière d'euro, car vous nous avez toujours dit avec une continuité C'est exemplaire. Daniel Gave. C'est ça, moi j'ai terminé dans la Alors, fosse au lion. quelles sont les causes de cette chute et quelles sont les conséquences pour nous autres, pauvres de nous? Pauvres de nous, écoutez, les causes... c'est assez simple, c'est que l'Europe est ainsi faite qu'elle est grosse consommatrice et transformatrice d'énergie. Bon. Cette énergie, on l'achetait en Russie, en grande partie charbon, pétrole, gaz. Et on le payait dans notre propre monnaie, beaucoup. Oui. Bon, on avait signé des contrats à long terme en euros. Et les Russes étaient suffisamment braves gens pour recevoir ces euros, et quand ils en avaient trop, qu'est-ce qu'ils achetaient? Ils achetaient des obligations chez nous. Oui. Donc, ça faisait baisser nos taux d'intérêt. Donc, on bénéficiait à la fois d'une monnaie qui se tenait parce qu'il y avait les Russes qui l'achetaient, et puis de l'autre côté, les taux d'intérêt étaient plus bas qu'ils ne devaient être, donc c'était gagnant-gagnant. Et puis, on a décidé qu'on n'aimait pas les Russes, qu'ils étaient très méchants, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, il faut qu'on achète notre gaz, notre pétrole en dollars. Mais des dollars, on n'en a pas. Il faudra exporter pour ça. D'abord, il faudrait exporter, et puis, on n'a pas les volumes pour acheter à l'extérieur. Donc, on va se trouver devant un double problème en Europe. On va devenir, sans aucun doute, le plus gros importateur en dollars de pétrole du monde. Pétrole en dollars, et donc il va falloir acheter ces dollars. Donc, si vous achetez plein de dollars, Eh bien, ils baissent. Non, vous ne croyez pas? l'euro. L'euro, oui. L'euro baisse, oui, bien sûr. Baisse. Donc, L'euro baisse. Logique. Je ne vois pas comment il pourra en être autrement. L'euro est plus offert, le dollar est plus demandé. Plus demandé. Et c'est nous qui avons fait ça tout seul comme des gants. Et deuxièmement, plus il baisse, l'euro, plus il faut acheter de dollars. Parce que les prix du pétrole sont fixés en dollars, alors qu'autrefois, ils étaient fixés en euros. Et voilà. Et donc, et si par hasard le prix du pétrole se met à monter, comme le prix du gaz est monté, parce qu'il va se passer quelque chose, il y a des tas de gens qui faisaient tourner des centrales d'électricité au gaz, mais quand on voit le gaz qui est à l'équivalent de $1000 à peu près, le baril contre le baril qui est à 110, allez, Oui. Il y a peut-être des gros malins qui vont essayer de passer du gaz au pétrole. Oui. Et donc, dès quelque part, au moment où ça va commencer à avoir besoin de chauffer les gens, le pétrole risque de péter à la hausse. Donc, on aura non seulement le dollar montera, mais on aura aussi le pétrole qui montera. Donc, vous vous rendez compte, l'espèce de tapis roulant sur lequel on est. Et une hausse des prix du pétrole, une hausse des prix du gaz, ça n'est rien d'autre qu'une hausse des impôts. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, le ménage moyen va devoir consacrer 2 mois de son salaire, ou de ses salaires, ça dépend s'ils travaillent tous les deux, à l'achat d'électricité. Mais 2 mois de salaire pour l'électricité, mais où est-ce que vous allez? C'est pas possible. Vous vous rendez compte de la chute du niveau de vie? Incroyable. Mais c'est inouï. Et la même chose va se passer en France. Là. Donc, on a devant nous une chute de notre niveau de vie, mais phénoménale. Entièrement imputable à ces sanctions de l'Union européenne prises contre la Russie. Oui. Cette chute de... Les gens m'ont dit, dès le départ, je crois le premier premier jour, j'avais été interviewé par Sud Radio, je ne sais plus quoi, ou par vous d'ailleurs, et j'avais dit, on se tire une balle dans la tête, mais d'anthologie. Et les gens m'avaient dit, vous êtes pro-Poutine. J'ai dit, quand De Gaulle gueulait contre la ligne Maginot, c'est pas qu'il était pro-Hitler, c'est que la ligne Maginot était très con. Et les sanctions étaient très cons. Donc, j'ai rien ni pour ni contre Poutine. Je dis simplement, les sanctions qu'on a prises contre Poutine, on les a prises contre
le ménage moyen ou bas de gamme en France. Alors vous avez dit des choses très intéressantes. En Angleterre, et en France aussi, cette hausse va provoquer fatalement une hausse des impôts. Mais c'est pas une hausse d'impôt, c'est comme une hausse des impôts. Vous payez quelque chose, c'est un prélèvement obligatoire. Quoi. Oui, mais on constate quand même que le Trésor a encaissé 24 milliards supplémentaires bien sûr. par rapport à la loi de finances telle qu'elle a été établie pour l'année 2022. Bien sûr, puisque c'est une taxe à la valeur ajoutée sur laquelle on a mis une taxe sur la taxe, d'ailleurs. Il y a 2 taxes à l'intérieur. Donc, plus le pétrole monte, plus le prix du pétrole augmente. Donc, et plus l'État encaisse, alors. Et plus l'État encaisse. Donc, il va pouvoir redistribuer, faire des largesses. Sauf que plus personne ne va payer d'impôts, toutes les entreprises vont sauter, les dépenses sociales vont exploser. Donc les 24 milliards ne couvriront même pas 1%, quoi, ou 10%. Et alors, il annonce, le gouvernement, Mme Borne annonce... Borne, pardon. Borne. C'est Borne, non. Elle annonce que les entreprises vont devoir contribuer à la raréfaction de l'énergie, autrement dit, à payer au pot. Mais je crois que nous étions le pays le plus endetté de la planète. Imposé de la planète. Nous sommes le pays le plus imposé de la planète, mais... Alors, c'est un impôt supplémentaire, ça. Ce que je veux dire, c'est que déjà, à impôt égal à une hausse du prix de l'énergie, c'est équivalent à une hausse de la fiscalité. C'est-à-dire que votre revenu disponible baisse. Oui. Bon, ça donc... Bon. En plus, on vous colle un impôt sur ce qui est un impôt prélevé par la Russie. Allez, les Français prennent leur livre de chair, si j'ose dire, et ils vont se retrouver en train de payer un impôt donc sur cet impôt. Donc leur niveau de vie va baisser d'autant. Donc, maintenant, je crois que la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, la dernière fois que j'ai regardé, c'est-à-dire à peu près vous savez, la comptabilité des entreprises, c'est assez facile. Vous avez combien de pognon qui rentre avec les ventes, combien vous bouffez au milieu pour satisfaire les ventes, et combien il vous reste à la sortie, quoi. Grosso modo, c'est... Bon, marge brute d'autofinancement, c'est après amortissement de ça, c'est ce qui vous reste pour vous amuser ou pour investir quand vous avez... Bon, je crois qu'elle est 60% de ce qu'elle est en Suisse, et 50% de ce qu'elle est en Allemagne. Donc... Déjà, on a des entreprises qui ne sont pas très rentables. Alors, si on leur fait supporter à elles le coût de l'enchérissement de l'énergie, leur rentabilité va baisser, puisqu'il y aura un coût supplémentaire. Si la rentabilité baisse, vous avez une relation qui n'a jamais cessé d'exister dans tous les pays du monde, entre la rentabilité des entreprises et l'emploi un an plus tard. Voilà. Et donc, si la rentabilité des entreprises baisse, dans un an, le chômage explose à la hausse. Oui, mais alors pour l'instant, nous avons un paradoxe, c'est qu'on nous dit qu'il y a peu de chômeurs, que le chômage baisse, et à côté de ça, il y a des quantités de Français qui ne vont pas travailler ou qui ne trouvent pas de travail. Il n'y a pas d'adéquation de l'offre et de la demande de travail, si je puis dire. Non, mais ce qui se passe... Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe aussi, c'est que je crois que... un peu partout, je le vois autour de moi, dans les Pyrénées ou dans le Midi, etc., il y a toute une série de gens qui sont payés par les différentes subsides étatiques, plus pour ne pas travailler que pour travailler. Donc c'est uniquement les subventions qui expliqueraient... C'est pas simplement les subventions, mais si le fait d'aller travailler vous fait 100 € de plus par mois... Ah, évidemment, donc il faut augmenter les salaires alors. Ils vont augmenter automatiquement si les entreprises veulent, parce que les gars vont se dire bon, mais c'est pas la peine, quoi. Par exemple, je connais des gens aussi qui aujourd'hui ne se marient plus. Ils ont des enfants, très bien, ils sont très contents, mais ils se marient plus parce que si vous n'êtes pas marié, la femme se retrouve avec des subventions, des droits au logement, des trucs comme ça, parce que c'est une fille mère. Donc vous avez toute une série de choses comme ça qui sont des effets négatifs de mesures qui avaient été prises avec les meilleures intentions du monde. Oui, l'enfer en est pavé, c'est bien. Et l'enfer en est pavé, donc tout ça, ça finit par coûter très cher, et ça amène à une pénurie de gens qui sont capables de travailler. Pour revenir à la crise de l'euro, Charles Gave, que fait la Banque Centrale Européenne ? Elle ne peut rien faire, c'est pas dans son... Elle n'est pas responsable du taux de change. La seule chose dont elle est responsable, c'est le taux d'inflation. Elle n'a aucune responsabilité sur le taux de change, ni sur le taux de chômage, ni rien du tout. Elle a une seule responsabilité, c'est le taux d'inflation, qu'elle a d'ailleurs raté de façon considérable. Donc, vous savez,
C'est comme de tirer avec un fusil. Hein. Si vous devez tirer sur 2 objectifs à la fois, vous n'en attrapez aucun des deux. Donc elle était responsable du taux d'inflation, elle a créé de l'inflation à partir de rien, et ben maintenant elle n'a plus aucune crédibilité, donc il va falloir, je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais si elle monte les taux... C'est ce qu'elle a fait en juillet. Elle monte les taux. Les taux de négatif à 0. Oui. Mais je veux dire, si on mettait les taux, mettons que l'inflation en France soit à 7, allez, 6 ou 7, bon. Mettons qu'elle mette les taux à 7. Mais je crois que la totalité des recettes fiscales françaises irait au service de la dette. Oui, on est à 38 milliards à peu près aujourd'hui. Oui, on est à 38 milliards, mais avec des taux à 1 ou 2. Ah voilà. Donc, si on mettait les taux à 6 ou à 7, eh ben, ça vous ferait... donc on se retrouverait donc plus d'argent pour l'éducation, plus d'argent pour la défense, plus d'argent pour rien. Parce que le budget de la défense, c'est à peu près le volume de la dette, des intérêts de la dette. Des intérêts de la dette, c'est ça. Donc 38 à 40 milliards. Donc mettons que les taux étaient à 1, 38, vous multipliez par 7, ça fait 7 fois 4, 28, ça fait 280 milliards. Quoi. Oui, c'est les 90% du budget. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis il y a le budget social aussi, comment on va l'alimenter. Il y a le budget social comment alimenter. Donc, eh ben, si le vrai paradoxe, c'est que si la Banque centrale doit monter les taux pour faire cesser l'inflation, allez. Mais si elle fait monter les taux, l'Italie, la France, l'Espagne font faillite dans la minute qui suit. Alors, vous êtes en charge, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que Christine Lagarde ne va pas devoir s'aligner sur la politique du président de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell, qui a dit qu'il allait, à Jackson Hole, augmenter les taux? Oui, sûrement, il va augmenter les taux, il va les mettre à 3,5 alors que l'inflation est à 8, mais même les mettrait-il à 3 et les mettrait-il à 3,5 en Europe, que, je veux dire, c'est très difficile à expliquer, mais comment pouvez-vous servir une dette quand la croissance va s'écrouler? Vous savez que les recettes fiscales vont s'écrouler. Donc si en plus vous augmentez les dépenses par l'intermédiaire de la dette, votre déficit budgétaire, il va passer à 10% ou 12% du PIB, quand même. Donc, on s'est collé, et là, je voudrais dire quelque chose qui me... Je veux dire, en 50 ou un peu plus de carrière, c'est la première fois que ça m'arrive, je regarde la situation européenne aujourd'hui, et je ne vois aucune sortie logique. Oui. C'est-à-dire, c'est un trou noir. Pour moi, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que nous sommes devant une série d'impossibilités. Et ils peuvent faire monter les taux, mais s'ils ne montent pas les taux, l'euro s'écroule, donc l'inflation continue, donc le prix du pétrole monte encore, donc on s'appauvrit encore plus. Donc je regarde ça et je me dis, c'est la première fois que je ne vois pas une sortie logique. Oui, c'est le trou noir absolu. C'est le trou noir absolu, c'est quand même curieux. Moi, mon métier, c'est grosso modo de regarder, d'évaluer les scénarios, et me dire, dans ce scénario-là, on va gagner de l'argent ici, puis on va en perdre là, donc je vais plutôt me mettre dans celui-ci. C'est pas... Et là, je ne vois pas de scénario dans lequel il n'y ait pas, qui ne se dénoue pas par une crise politique très grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre sortie que politique. Et cette sortie politique, ça ne peut être que de se débarrasser de cette classe qui nous a emmenés dans ce désastre. Est-ce que cette sortie de crise de l'euro, ne peut-on pas l'attendre de l'Allemagne, qui est le pays le plus puissant d'Europe, il l'était, et qui va être le plus faible bientôt à cause du gaz? Il l'était, mais simplement parce qu'ils avaient affermé leur indépendance énergétique à la Russie, voilà, et leur défense à l'Allemagne, et la défense à l'Amérique, et que du coup, ils avaient une monnaie sous-évaluée à l'intérieur de l'Europe grâce à l'euro, donc ils sont restés dans tous les secteurs où ils n'auraient pas dû rester, c'est-à-dire la voiture, la chimie lourde, etc., parce que ils étaient subventionnés par une monnaie sous-évaluée. Voilà. Et donc, dans le temps, l'Allemagne s'en sortait toujours parce qu'ils avaient toujours une monnaie surévaluée. Donc, ils sortaient de tous les secteurs où ils avaient une rentabilité marginale faible pour aller dans les secteurs où ils avaient une rentabilité forte. Mais maintenant, ça fait 15 ans qu'ils restent dans les saloperies. Ouais. Donc, l'Allemagne a été en déficit extérieur pour la première fois. Pour la première fois. Mais ce qu'il y a d'effrayant, c'est qu'en plus, ils ont une natalité absolument effrayante. Mais le vrai problème allemand, c'est que donc ils ont des masses et des masses de retraités. Ces retraités, qu'est-ce qu'ils ont pour payer leur retraite? Ils avaient des Bund, c'est-à-dire des obligations allemandes, qui donnaient du 2, 3, 4, 5% réel depuis 1973-74. Mais depuis que la BCE est arrivée, ça fait maintenant 10 ans, qui donnent du moins 2, moins 3, moins 4. Donc ça veut dire que tous les fonds de pension allemands vont sauter. C'est-à-dire qu'on va vers une baisse du niveau de vie des retraités en Allemagne
en Allemagne, vendez votre maison au Baléares, quand même. Pendant ce temps-là, à l'Est, en Russie, comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe si bien que ça parce qu'on continue à acheter du pétrole à la Russie ? Oui, on en achète beaucoup moins. On achète beaucoup moins de gaz, beaucoup moins de pétrole. On continue à acheter du charbon, j'imagine, puis tous les métaux rares, et puis les engrais, tout ça. Ils étaient les producteurs mondiaux les plus importants. Donc la balance commerciale russe est en train de faire des nouveaux plus hauts, je crois. Mais, ce qui ne veut pas dire que l'économie va bien, mais ce qui veut dire que, en attendant, ils sont en excellent décompte courant. Donc, et ils n'ont pas de dette intérieure, pas de dette extérieure, ils ont besoin de personne. Et je ne sais pas si vous remarquez, ils sont en train de remonter un système de paiement avec la Turquie, avec la Chine, avec l'Inde. Ils sont en train de monter un système de paiement qui soit complètement autonome du système de paiement américain. Donc, ça, Kadhafi s'en souvient. Vous savez, en principe, les gens qui ont essayé de payer leur pétrole autrement qu'en dollars, ils avaient une espérance de vie assez faible, généralement, qu'il s'agisse de Kadhafi ou de Saddam Hussein, ou même de ce brave Poutine qui avait commencé à dédollariser. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a quelques ennuis en ce moment. Quoi. Oui, mais alors, malgré tout, est-ce que le pari engagé par M. Le Maire sur la ruine de l'économie russe et la révolte consécutive du peuple russe contre ce pouvoir vous paraît un scénario plausible, possible ? Non, pas une seconde. Pas une seconde. Pas une seconde, parce que les Russes ont une capacité d'abord à souffrir qui est très, très supérieure à la nôtre, qu'ils ont montré à plusieurs fois dans l'histoire. Oui. Et puis, je suis un petit peu les opérations militaires là-bas. J'ai appris récemment, la semaine dernière, je crois, au travers d'une émission, où il y avait un spécialiste américain qui parlait de ça, qui disait que sur les 7 dernières années, des usines d'armement en Russie avaient produit à fond des obus pour une guerre où l'artillerie jouera un grand rôle. Donc ça fait 7 ans qui se prépare, et nous, je crois que dans l'armée française, on a 2 jours de munitions. Donc, si vous voulez, quand vous avez préparé tout ça, vous avez préparé un système de paiement alternatif, vous avez commencé à avoir des... Bien sûr que vous allez souffrir, mais rien par rapport à celui, c'est comme en 40, quand je ne sais plus quel ministre imbécile disait « il ne nous manque pas un bouton de guêtre ». Oui. Alors, c'était en 70, mais bon. C'était en 70. C'était le général Leboeuf. Leboeuf, oui, très bien. Manque pas un bouton de guêtre. Il avait dit ça à Napoléon III. Peu importe, on a dit la même chose. La route du fer est coupée. La route du fer est coupée. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Voilà, c'est ça. Ça, c'était Paul Reynaud. Paul Reynaud, et puis voilà. Bon, ça continue. Ça continue, et donc on arrive en disant qu'on va écrouler l'économie russe. Mais pour écrouler l'économie russe, il faut... Vous savez, j'avais le général Montgomery, qui était celui qui avait le plus grand général maréchal de la Deuxième Guerre mondiale du côté britannique. Et quand on lui disait dans les années 50 ce qu'il fallait faire contre le danger communiste, il disait « I don't do Russia ». C'est-à-dire qu'un stratège intelligent ne cherche pas à se payer la Russie. Il y a des pays auxquels on ne s'attaque pas. Ouais. La Russie c'en est un, l'Afghanistan c'en est un autre. Il y a des pays comme ça auxquels il vaut mieux pas s'attaquer parce qu'en général, ça se termine mal. On a choisi de s'attaquer à la Russie, mais sans qu'il y ait eu aucune concertation. C'est Madame von der Leyen, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a décidé d'un seul coup que la Russie, c'était l'ennemi. Bon, oui, sans contrôle aucun du Parlement français. Du Parlement français. Forcément, elle n'est pas élue elle-même. Elle n'est pas élue elle-même, mais je veux dire, elle a pris sur elle toute une série de pouvoirs qui dépassent l'entendement, comme de fermer des... RT, par exemple, personne ne lui donnait le droit, personne n'a porté plainte en France. Donc il se passe quelque chose de curieux, c'est que cette espèce de coup d'État permanent qu'a été Bruxelles depuis la chute du mur de Berlin, c'est bien vu ça. Continue. Ils se servent de cette crise pour continuer à avoir de plus en plus de pouvoir. Et cette inflation, Charles Gave, dont les représentants du gouvernement nous disent qu'on est au pic, bien sûr. Sur le plateau. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution de l'inflation dans les mois, début jusqu'à 2023 Vous savez, comme je me tue à le dire, l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Et on y est en plein, quoi. Ça va continuer, puisqu'on a des déficits budgétaires monstrueux et qu'on ne va pas les réduire. On va les augmenter. Est-ce que la France peut faire faillite, alors la France, un pays ne peut pas faire faillite, techniquement. Non. Parce que ça voudrait dire que vous pouvez acheter des actifs, etc.
fait défaut. Il fait défaut sur sa dette. Et il y a deux façons de faire défaut sur sa dette. Soit vous changez la dénomination de la dette, vous passez par exemple de l'euro au franc français. Ça c'est la première des choses. 1 euro égale 1 franc. 1 euro égale 1 franc pendant une semaine, et puis ensuite... Les marchés se décideront. Même, mais c'est pas certain que le franc tellement que ça, d'ailleurs. La dette française est libellée en droit français. Parce que la dette française est libellée, ça s'appelle... La lex monetae. La lex monetae, c'est la dette française est libellée dans la monnaie qui a cours dans l'État souverain français. Donc il suffit que le Parlement décide que la dette est en franc français, et boum, c'est changement de dénomination. Et donc pas 30% d'augmentation de la dette comme on nous le rabâche depuis des années. Ça, c'est une grosse bêtise. Ça se plaidera dans les tribunaux, mais j'imagine que personne ne va gagner dans le Conseil d'État sur ce coup-là. Alors le retour au franc, donc, semblerait une solution. Mais ça va peut-être se passer sans que la France ou l'Allemagne n'aient rien à voir. Si l'Italie décide de voter le 28 septembre pour les frères d'Italie... Fratelli d'Italia. Madame Meloni. Madame Meloni, je ne sais pas comment ça va se passer. Déjà, la dette est à 3... Il y a quoi? Il y a 250 à 300 points de base entre la dette italienne et la dette allemande, les spreads, le fameux spread. Si ça passe à 400 ou 500 points de base, les carottes sont cuites, quoi. Mais Mme Meloni ne prétend pas aujourd'hui, pour cette campagne, faire un Italexit, comme on pourrait le dire. Sera-t-elle obligée de le faire? Ça dépend, je suis peut-être pas obligé de le faire. De faire un référendum, déjà. Si vous faites un référendum sur la sortie de l'Italie, vous allez avoir du mal à côté de la dette italienne pendant la durée de la campagne. Ça se passera par l'intérieur de la dette. Si la dette italienne passe 7, 8, 9 ou 10%, c'est fini. Ils n'y pourront plus rien. Et alors c'est l'échec de Mario Draghi quand même. Mario Draghi, comme je l'ai souvent dit, il devrait être en prison, mais ça c'est autre chose. Parce qu'il avait fait à la Grèce et puis ensuite... Non, mais quand il avait été aussi le patron du ministère des Finances italien, il avait maquillé toute une partie de la dette avec l'aide, je crois, de Goldman Sachs ou de JP Morgan pour cacher la dette et de façon à ce que l'Italie puisse rentrer en ayant moins de, je ne sais plus combien c'était, 50% de dette, et ça avait coûté 65 milliards. Puis ensuite, il a été nommé pour le féliciter à la Banque Centrale Européenne. Oui. Puis après, il a été passé chez Goldman Sachs pour le remercier de ses bons services. Et puis là, on l'a nommé président. Mais je vous signale que ça fait à peu près... 5 ans au moins, 6 ans, depuis que Berlusconi a été viré, qu'il n'y a pas eu un homme politique élu à la tête de l'Italie. C'était toujours des Quisling qui étaient nommés par la Commission. D'accord. Est-ce qu'on a dans l'histoire, Charles Le Gave, des histoires de monnaie uniques et qui se sont écroulées? Il n'y en a jamais une seule qui ne se soit pas écroulée. Comment ça se passe à la fin? À la fin, tout le monde retrouve ça. Par exemple, il y avait le... Non, mais juste avant la fin. Avant la fin, vous aviez, par exemple, en Italie, il y a eu un moment, un truc qui s'appelait les talons or latins, je crois, ou je ne sais pas quoi. Il y avait l'Italie, la France, la Suisse. Il y avait l'Union latine. L'Union latine, c'est ça. L'Union latine, oui, bien sûr, oui. Qui a été un échec. À l'époque, c'était... tout le monde a dévalué sa monnaie contre l'or, et puis voilà, sauf le franc suisse. Donc, ce qui se passe, c'est que vous retournez vers votre monnaie tranquillement. Oui. Mais alors, par contre, pour exporter, c'est bien si on a quelque chose à exporter. Mais pour importer, ça va coûter encore plus cher. Pour importer, ça va coûter encore plus cher, mais surtout, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez toute une série d'actifs qui sont extrêmement désirables en France. Je sais pas, un appartement, place Vendôme ou j'en sais rien. Et à ce moment-là, il y aura peut-être des rentrées de capitaux qui vont être très forts. Ah oui, attirés par le fait qu'il y a des actifs qui sont pas chers en ce moment. Voilà. Et donc, ça, en principe, c'est pour ça qu'il n'y a pas que les flux commerciaux, il y a aussi les flux financiers. Les flux financiers qui se disent, c'est le moment d'aller faire des emplettes en France parce que c'est pas cher. La maison que je voulais avoir en Provence, c'est le moment ou jamais. D'accord. Moi, je me souviens quand il y avait eu la crise asiatique, avec mon fils, on avait été regarder une maison à Bali, qui était incroyable. Et elle se vendait pour l'équivalent de 150 000 $, alors que 5 ans après, elle en valait 5 millions. Donc vous avez, à ce moment-là, vous avez vraiment des emplettes à faire. Donc c'est de l'attraction de capital, en quelque sorte. Absolument. En cas de sortie de l'euro, que se passera-t-il pour les banques françaises? Est-ce qu'elles seront ruinées? Pas vraiment, parce que... d'abord, elles seront nationalisées. Elles seront nationalisées. De fait de fait ou de droit. C'est-à-dire que comme elles sont bourrées d'obligations françaises qui verront leur taux monter à 7, elles vont se retrouver avec tous leurs actifs
dans un truc qui perdra 30 ou 40%. Oui, mais vous avez vu que l'agence France Trésor a proposé des obligations indexées sur l'inflation. Sur l'inflation, mais si elle est indexée sur l'inflation et que le franc français pèse de 30%, ça sera indexé sur un truc qui pèse de 30% aussi. Donc, voilà. Donc des OATI. Des OATI, oui, mais ça existe, ça fait longtemps que ça existe, mais les volumes sont très faibles. Mais pourquoi alors on a entendu M. Le Maire nous dire que s'il avait été prendre des OATI, c'était à la demande des fonds de pension. Donc est-ce que notre ministre travaille en fait non pas pour la France mais pour des fonds de pension? Pour les banques. Il travaille... Il a reconnu devant tout le monde à l'Assemblée que c'était à leur demande qu'on avait été prendre ces OATI. Parce que, je sais pas, mais il aurait dû dire les fonds de pension lesquels, parce qu'il y a des fonds de pension français, mais ils sont pas bien gros, par rapport aux fonds de pension du Qatar ou de... Donc je sais pas, moi, c'est une des choses les plus difficiles dans le monde, c'est d'essayer pourquoi quelqu'un pense de travers. C'est déjà difficile de penser droit. Je ne vais pas passer des heures à essayer de savoir pourquoi monsieur le maire pense comme une cloche, quoi. Ça me paraît pas bien utile. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le pauvre garçon, il n'y connaît rien, quoi. Alors nous allons faire sur cette conclusion très provisoire concernant monsieur le maire, nous allons faire une petite pause. Et je vois que vous aimez bien lui tailler des costards. Non, c'est pas que je taille des costards, pour l'hiver. Il est fait comme il me rappelle un singe qui aurait une culotte, quoi. Il n'est pas fait pour ça. Vous voyez, je vous disais, tailler un costard. Oui. Bon, alors, soyons indulgents pour monsieur le maire. Oui. Vous l'avez poursuivi au long de nos émissions. La première, c'était il y a 5 ou 6 ans. Vous aviez fait un buzz formidable, puisque 23 millions de gens dans le monde avaient vu sur la nécessité, sur le fait que faire des études, c'était pas un gage d'intelligence et encore moins un gage de capacité à prendre des décisions. Et pourtant, ces choses-là sont rudes. Il faut, pour les comprendre, avoir fait des études. Disait Victor Hugo. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Alors, nous continuons d'explorer, si je puis dire, quoique vous ayez parlé d'un trou noir, sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent en matière économique. Tout à l'heure, nous avons accablé ce pauvre ministre des Finances. Bon, c'est pas vraiment la peine de l'accabler parce que, bon, admettons, acceptons mon point de vue, qu'il soit incompétent. Mais celui qui est responsable, c'est celui qui l'a mis à un poste où il n'est pas compétent. Qui l'a mis là? C'est le président de la République. En définitive, ce qui se passe en France, il n'y a qu'un seul responsable. Comme disent les Américains, this is where the buck stops. C'est-à-dire, c'est sur le bureau du président de la République que la responsabilité s'arrête. Donc, le maire, c'est sûrement un bon garçon, mais celui qui est responsable à 100%, c'est le président. Alors, il est responsable de beaucoup de choses, parce que c'est nos institutions aussi. Et c'est dans le cadre de la Constitution qu'il a ses responsabilités. Par exemple, la façon dont il a exercé ses responsabilités dans le domaine de l'énergie et d'EDF, c'est passable d'une cour de justice, quoi. Oui, ça, Loïc Le Floch-Prigent nous l'avait démontré dans la précédente émission, brillamment. L'impéritie politique est beaucoup plus... Mais c'est bien plus que de l'impéritie, c'est de la lâcheté, c'est d'un manque de vision, c'est des armes, c'est enlever les cartouches au gars le jour où la guerre commence. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est incompréhensible dans ce qui s'est passé avec l'EDF, où on a forcé EDF à vendre à perte à des soi-disant concurrents qui avaient été créés, qui étaient en fait des amis du président pour financer les campagnes. Et des concurrents qui ne produisaient rien. Qui ne produisaient rien. C'était ce que j'appelle le capitalisme de connivence, où on prend du pognon à une entreprise qui a été bien gérée pour le filer à des entreprises qui ont été mal gérées grâce à la puissance de l'État, et on prend sa part au passage. Donc ça, si vous voulez, c'est... Et qu'est-ce que vous avez pensé, Charles Gave, de cette visite du président Macron en Algérie pour aller quémander du gaz au pouvoir en échange de quelques repentances? À partir du moment où il avait dit qu'en Algérie, l'armée française avait commis des crimes contre l'humanité, je crois qu'on ne peut plus rien attendre du gars, quoi. Oui, mais dans l'affaire, l'Italie a eu une part de gaz supérieure à celle de la France. Je crois que l'Italie a dû payer plus, c'est tout ce qui intéressait les Algériens. Lui, il a dû leur dire, je vais payer moins, mais je vais vous payer de bonnes paroles. Et les Algériens ont dit, ça vous fait rien. Nous, on préfère du vrai fric qu'on mettra dans nos comptes en Suisse et que la population algérienne ne verra jamais, quoi. Et alors l'Allemagne. On a parlé de l'Allemagne déjà, mais il faut qu'on revienne sur l'Allemagne, parce que vous avez très bien expliqué qu'elle faisait fausse route avec ses choix industriels, mais les Allemands s'attendent à un Fruchtwinter, un
un hiver de colère. Alors, est-ce qu'on verra le peuple allemand si docile, si discipliné depuis quelque Le grand temps problème des Allemands, si je peux me permettre, j'aime pas les généralisations abusives, mais enfin, c'est que c'est un peuple romantique. Oui. C'est-à-dire qu'il part dans une direction, et ensuite, si vous voulez, quand il se rend compte qu'il s'est trompé, il ne sait pas faire demi-tour. Bah, on n'est pas loin non plus, hein, niveau romantisme. Oui, non, romantisme, non, mais nous, mais la population française n'a pas suivi. Quelque part, si vous voulez, vous avez la moitié des gens qui ne vont pas voter, l'autre moitié qui vote contre. Donc à peu près, vous pouvez savoir qu'il y a les 3/4 des Français qui ne veulent pas entendre parler de cette histoire d'européenne. Tandis que les Allemands, tout encombrés de leur culpabilité ancienne, ils ont marché toujours dans ces histoires européennes. Et ils ont pris des mesures. Par exemple, l'Allemagne, ça fait 10 ans qu'ils mènent une politique à Bruxelles violemment hostile à tout développement nucléaire français. Oui. Donc, non seulement ils ont eux-mêmes voulu, ils ont fermé leurs centrales, mais ils voulaient qu'on ferme les nôtres. Et donc, ils ont poussé sur la France pour qu'on défasse toute notre industrie nucléaire, qui était la seule chose de porte de sortie de l'Europe. Et en général, pour les Allemands, ces accès de romantisme, ça se termine mal pour l'Europe, quoi. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que, cependant, on peut imputer cette lutte contre le nucléaire français, conduite par les Allemands, uniquement à la force du parti écologique ou écologiste en Allemagne? Oui, mais je ne sais pas, mais ça, encore une fois, c'est comme en France. Bon, ils font quoi, les écologistes? En Allemagne, ils font un peu plus, mais en France, ils font 3 ou 4%, mais sans ces 3 ou 4%, monsieur Macron ne serait pas élu. Donc on abandonne à des gens, normalement, des trucs comme la souveraineté nucléaire française, ça devrait être l'objet d'un référendum. C'est pas un homme tout seul de décider ça. C'est quelque chose, est-ce que vous voulez qu'on essaye de... Quand on a commencé la stratégie nucléaire française, à l'époque, c'était pour avoir la bombe, puis on est passé petit à petit aux centrales après, mais enfin, au départ, c'était une histoire de bombe avec De Gaulle. C'était pour que la France ait sa souveraineté militaire, et ensuite énergétique. Et donc, il me semble que les questions de souveraineté ne devraient jamais être tranchées par les politiques, mais toujours par le peuple, au travers des référendums. C'était l'esprit de la Constitution de la 5e. Et la souveraineté nucléaire militaire ne saurait être partagée. Bien sûr Ce dont rêve M. Macron. Mais moi, j'ai toujours pensé que le grand rêve de Macron, c'était, quand il pensait que l'Allemagne était forte, c'était de vendre l'armée française à l'Allemagne. Ça avait retourné vers le... Comment on appelait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, le travail militaire obligatoire. Le STO. Le STO, mais c'était nous qui avions l'armée et les Allemands qui allaient bosser, quoi. C'était pas une idée complètement idiote, mais ça aurait pu... mais aujourd'hui, ça marche plus, quoi. Ouais. Et les Allemands ont toujours refusé, d'ailleurs. Ils ont toujours préféré la protection militaire américaine. Oui. Alors, l'inflation, vous en parliez. Mais l'inflation, si vous voulez, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe se retrouve, dans l'ensemble de l'Europe à peu près, se retrouve avec les charges sociales les plus élevées au monde, le coût de l'énergie le plus élevé au monde, le coût de l'administration et de la réglementation le plus élevé au monde. Donc, on n'a aucune chance de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Il y a une croissance zéro. Non seulement ça, mais il va y avoir un vrai effondrement de tous les endroits où on était vaguement concurrentiel et on ne va plus l'être. Puisque, si vous voulez, le prix de l'énergie va doubler ou tripler. Les réglementations, c'est pas ça qui va baisser, merci. Et les dépenses sociales, allons-y gaiement, ça va faire que monter avec Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est que nous ayons un transfert de richesse absolument massif des bénéficiaires des allocations et des largesses de l'État vers les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a une dévaluation de 80%. C'est-à-dire, en dehors d'une dévaluation de 80%, on paye les gens, dans le fond, en monnaie de singe, et puis les entrepreneurs se retrouvent avec des gens pas chers, et donc on recommence à gagner de l'argent, à investir et à embaucher. Donc la seule porte de sortie pour l'Europe, c'est d'avoir une dévaluation, mais gigantesque. Mais d'ailleurs, le pays qui a le taux de plus forte inflation en Europe, qui est dans l'Europe, c'est l'Estonie. Comment 23%. Comment expliquez-vous ça? D'abord parce qu'ils doivent avoir 80% de leur énergie qui venait de Russie. Voilà. Donc ils étaient... Et puis bon, l'Allemagne doit être à 10%. Mais le mois dernier, l'indice des prix de gros, c'est-à-dire celui qui est important pour l'industrie, qui détermine les coûts, en particulier énergétiques, est monté de 5% en un mois. Ça a été un choc dans les marchés absolument inimaginable. 5% en un mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Colossal.
Ça veut dire que toute une partie de l'industrie allemande qui était grosse consommatrice d'énergie, les aciéries, l'aluminium, les ancrés, la chimie, les bagnoles, tout ça, c'est plus rentable. Et ça ne sera pas avant. Et ces engrais, on va pouvoir ces engrais azotés que la Russie fabrique, que la France a fabriqué autrefois mais qu'elle a arrêté de fabriquer, on va très rapidement se rendre compte de pénurie en France si on n'a pas d'engrais pour les prochaines semences. Ne bougez pas, ceux qui s'en sont très bien rendus compte, c'est les pauvres gars au Sri Lanka là-bas. Parce qu'ils avaient tout arrêté, parce qu'ils avaient fait tout ce que leur avait dit vous savez qu'il fallait arrêter, donc ils ont viré leur président, et ils meurent de faim. Ouais. Parce que si vous faites, c'est ce qu'ils essayent de faire Hollande en ce moment, c'est stupéfiant, ils essayent d'arrêter, de faire baisser le tiers de la production agricole hollandaise. Non mais attendez, la Hollande, ça va être le 4e exportateur mondial de bouffe. Oui. Et donc, mais qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur intérêt à ce que les gens... Pourquoi d'un seul coup décider qu'on n'a plus le droit aux engrais azotés? Mais enfin, ils sont malades. Et j'ai vu un commentaire d'un autorisé, je ne me souviens plus du nom, il disait que la révolte des paysans néerlandais, c'est beaucoup plus qu'une simple révolte sur les prix. C'est quelque chose de structurel, de fondamental. Il y a un tiers des gars qui vont devoir fermer leur entreprise. Et que ça peut nous arriver en France. Ça peut nous arriver en France. Et donc je regarde tout ça, je me dis, mais quelle est la rage? La rage de ces... Nous, on est à ce moment dans ma société, à GAFCAL, on fait des recherches sur un truc important. Si vous voulez, vous avez le prix de l'énergie, qui est un truc très important. Oui. Toutes les analyses que vous voyez sur le PIB l'an prochain ou n'importe quoi en Europe ou aux États-Unis, en France, partent du prix. La hausse du prix déclenche un ralentissement de temps. Mais il y a un autre élément dont les gens ne prennent pas compte, c'est est-ce que l'énergie est disponible? Oui. Est-ce qu'il y en a autant que l'année d'avant? Et ça, les gens ne prennent pas en compte. Mais si on a 5 ou 10% de moins d'énergie cette année, ou l'année prochaine que cette année, ça veut dire que le PIB va baisser à due concurrence de cette baisse de la quantité d'énergie, indépendamment de son prix. Et il n'y a personne qui réfléchit là-dessus. Ah oui. Tout le monde dit, la seule chose qui compte, c'est le prix. C'est pas vrai. Et donc, nous, on arrive à la probabilité qu'il y ait une récession de 5% en France, qui tourne aux alentours de 35%. Mais 5%, c'est une récession gigantesque. Mais qu'est-ce qu'annonce le pouvoir, Charles Gave, dans les mois à venir pour redresser la situation? Il ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est donner sa démission. Il a perdu toute crédibilité. Mais il ne le fera pas. J'en sais rien, avec une chambre qui est complètement ingouvernable. Il peut être balayé par la rue. Il peut être balayé, oui, simplement par le Parlement qui dit que... je sais pas, mais dans le Parlement, je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire passer dans ce Parlement qui est complètement ingouvernable, où il y a un tiers? J'ai pas la moindre idée, donc... Destituer un président par le Parlement, c'est très difficile. Hein. Il faut non, mais c'est pas une destituer, mais s'il ne réussit pas à se gouverner, il va être obligé de dissoudre pour demander à la France une... Et s'il n'a pas la majorité, il faudra qu'il s'en aille. Se soumettre ou se démettre, comme avait dit je ne sais plus qui. Donc le scénario possible de dissolution reconduirait une chambre introuvable pour le gouvernement et sa démission. Oui, je ne vois pas comment, autrement que ça. Et à ce moment-là, encore une fois, je ne vois pas comment on s'en sort si le type qui est élu ne fait pas appel au peuple. En disant, écoutez, la souveraineté, c'est vous, à partir de maintenant, on va gouverner avec des référendums, parce que moi, je ne peux pas, sur moi, prendre un certain nombre de décisions, qu'ensuite, il y aura un Mélenchon de service qui dira, on ne l'accepte pas. À partir du moment où c'est le peuple qui a décidé, Mélenchon n'a plus rien à dire. Donc, changement de Premier ministre envisageable sous ce quinquennat. Et surtout, changement de Constitution. On ne peut pas s'en sortir avec cette Constitution. Pourquoi? Parce que c'est une Constitution où l'exécutif, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est ça. En France, il n'y a pas le... Alors ça, c'est intervenu surtout à partir de 2002 avec l'harmonisation des calendriers présidentiels et législatifs. Oui, c'est la réforme Chirac. C'est la réforme Chirac. Ouais, le référendum. Une aberration. Une aberration totale. Et le mandat à 5 ans. Le mandat à 5 ans qui était une autre imbécilité. Il faut un mandat à 7 ans non renouvelable. Non renouvelable, ce serait très bien. Vous imaginez, le soir de son élection, un président élu pour 7 ans non renouvelable, c'est un homme libre. C'est un homme libre, il peut faire ce qu'il veut. veut. Il n'est pas obligé de penser à sa réélection. Non. Et quelque chose qui vous tient à cœur, Charles Gave, c'est le fait que les politiques, quand ils s'engagent en politique, doivent renoncer à la fonction publique. Mais ça, c'est la moindre des choses. C'est la première réforme à faire. Parce que c'est ce que vous expliquez. Vous dites que la France, aujourd'hui, est gouvernée par des fonctionnaires et non pas par des gens
qui sont issus du privé et donc qui Je connaissent le risque. Je ne dis pas qu'ils doivent être issus du privé, c'est pas ce que je dis. Ils peuvent être issus du public aussi. Ils peuvent être, par exemple, oui, De Gaulle était. Mais le rôle de la politique, c'est vous avez l'étage politique, vous avez l'étage administratif et puis le peuple. L'étage politique, c'est là où vous devez être foudroyé. Si vous vous trompez. C'est la mort du roi. C'est le fusible. C'est le fusible. Vous devez, c'est Pétain. Pétain, il est foudroyé. On peut penser ce qu'on veut, mais il a été foudroyé. Puis c'est très bien. C'est comme ça pour réconcilier la France avec elle-même. Bon. Et donc, pour que ce soit foudroyé, il faut que les types qui soient au pouvoir prennent un risque au moment où ils arrivent en politique. Or, les fonctionnaires, la classe administrative, depuis les années Giscard, a pris le contrôle de la fonction politique. Donc nous avons dans la fonction politique, elle n'existe plus, c'est devenu la classe administrative. Or, la classe administrative est dans l'administration parce qu'ils n'aiment pas prendre de risques. Oui, donc ils gouvernent pour ne pas avoir de risques. Mais on ne peut pas gouverner un pays sans lui expliquer, les gars, on va en prendre plein la gueule, mais ensuite ça va aller mieux, quoi. Donc on a une espèce de contradiction entre les gens au pouvoir, qui sont des pleutres, et cette nécessité d'être foudroyé. Eh bien, ça ne peut pas durer. Oui. Il faut retourner au chef qui est foudroyé, quoi. La responsabilité juridique, en fait, Au politique. Oui. Politique, non, mais c'est ce que vous expliquiez également lors de la crise des subprimes, qu'on a vu aucun des dirigeants parce que ces des banques être jugés. Jugement, parce qu'ils font partie de cette classe administrative, et ils ont monté un système juridique, avec des lois, etc., qui fait qu'on ne pouvait pas les attaquer pour les saloperies qu'ils avaient fait. C'est-à-dire que cette classe juridique, cette classe administrative, s'est protégée juridiquement contre le fait d'être foudroyé. Alors c'est l'essence du politique. Or, il n'y a pas de noblesse dans la politique si un jour on n'est pas foudroyé. Voilà. Et Sarkozy, lors de son mandat, avait supprimé le crime de haute trahison qui avait été jusqu'à présent présent dans la Constitution. Oui. Et est-ce que ça pourrait être utile d'ailleurs. Alors il faudrait aussi rétablir, mais c'est secondaire, mais rétablir aussi la proportionnelle, j'imagine. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un référendum d'initiative populaire, vous n'avez pas besoin de la proportionnelle. Oui, c'est l'autre. La proportionnelle, parce que sinon la proportionnelle, ça donne des pouvoirs au Beyrouth de ce monde qui se retrouve avec 12 députés en train de faire la balance entre... Ça a été toute l'astuce de Mitterrand pendant les années de la 4e République, où il était toujours dans le parti charnière, et comme ça, c'était toujours lui qui... Et donc, non, la proportionnelle, c'est pas indispensable. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un référendum d'initiative populaire où c'est le peuple qui dit, écoutez, on va discuter par exemple de est-ce qu'on a le droit... Est-ce que les femmes doivent avoir le village où elle est ? Oui, non. S'ils disaient non, le peuple a décidé, les juges n'ont rien à dire. Est-ce que les hommes vont... Pardon, Pierre. Est-ce que les hommes vont devoir cesser de cuire des steaks sur le barbecue aussi ? Voilà, par exemple. Faire une loi contre ça ? Si Mme Autain, je crois, Rousseau présente ça, à ce moment-là, elle va faire 0,5% des voix, puis elle se retirera dans un silence dans sa campagne dont elle n'a jamais dû sortir, quoi. J'entendais ce journaliste, cet éditorialiste Christophe Barbier, qui est ancien directeur de l'Express, déclarer que lors de cette crise du Covid, il le dit lui-même, la classe politico-médiatique a utilisé la peur pour que les gens se tiennent à carreau, et cela marchait. Est-ce que vous pensez qu'une révolte sociale est possible aujourd'hui après le coup qu'on a fait aux Français avec ces confinements ? Je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que vous savez quelle est la cause de mort la plus fréquente maintenant dans les classes d'âge 25 à 55 ans au Canada, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Portugal, en Espagne ? Oui. Vous savez ? Oui, chez les jeunes hommes, avec c'est arrêt cardiaque. Unknown death. On ne sait pas de quoi il est mort. Oui. Et on est passé de 500 morts au Canada à 5000. Oui, en effet. Et donc, de morts inexpliquées. Oui. De morts inexpliquées. Alors, sauf qu'ils ont été vaccinés. Oui, ils ont tous été vaccinés, c'est ça. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il va peut-être y avoir maintenant des enquêtes qui vont commencer à être diligentées. Pourquoi y a-t-il d'un seul coup le nombre de mecs entre 25 et 55 ans qui d'habitude ne claquent pas, qui se mettent à claquer comme ça? On va peut-être chercher, je sais bien que une corrélation n'est pas une explication, mais parfois ça l'est. Parfois ça l'est. Donc par exemple, il semble bien qu'il y ait une part tout à fait normale de gens qui ont eu 4 vaccins qui sont morts. Alors que le nouveau ministre de la Santé prévoit une 5e campagne de vaccination pour la 7e vague, je m'y perds un peu, mais je crois que c'est ça, qui aura lieu à l'automne. Moi, j'ai 0, moi. Pas de vaccin. J'ai pas de vaccin dans les veines. Donc voilà. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à un moment ou à un autre,
on peut faire deux hypothèses. Ou bien les Français sont des moutons et des veaux, et à ce moment-là, on est foutus. Ce qui nous attend, c'est l'Argentine. Bon, c'était le deuxième niveau de vie du monde en 1945. Maintenant, ils sont au 36e dessous. C'est absolument effrayant. Bon. Ou bien ce peuple a en lui la capacité de dire non. Est-ce que vous pouvez justement, Charles Gave, nous décrire un petit peu la situation de l'Argentine, que ça serve d'avertissement? Eh ben, ça fait à peu près, depuis Perón, ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas un problème qui ne peut pas être réglé par des dépenses étatiques. Et donc, ils se retrouvent maintenant tous ruinés, avec une inflation à 25%, rien ne marche, puis voilà. Mais par contre, tout le monde est également présent dans la misère. Vous savez, c'est ce que disait Churchill. L'embêtant avec le capitalisme, c'est qu'il répartit également la richesse. Et avec le socialisme, il répartit tout à fait également la pauvreté. Mais voilà, on est en train de rentrer. Mais il faut bien se rendre compte que nous sommes dans une situation en France qui est une situation d'économie communiste. Puisque l'économie communiste, c'est là où il n'y a pas de prix. Or, vous avez 62% du PIB aujourd'hui, où les achats et les ventes sont déterminés sans qu'il y ait une découverte des prix par le système. Il y a de faux prix. Il n'y a que des faux prix. Mais alors, on nous dit donc ça ne va pas marcher. Le secteur public n'a cessé de s'étendre. Oui. Et jamais les services publics n'ont aussi mal marché. Ben, ça veut dire, oui, c'est d'ailleurs une des questions que je pose tout le temps, c'est pour ça que je le dis, la deuxième... le pognon. Il passe le pognon. Et la question posée par Coluche. Où passe le pognon. Un grand économiste. Un grand économiste, mais vous savez, c'est pas plus mal les gens qui connaissent. Moi, j'ai toujours dit que les gens ne devraient pas avoir le droit d'étudier l'économie plus de 2 ans, parce qu'après 2 ans, ils se mettent à apprendre que des bêtises. Au début, on apprend les concepts, et puis après, 2 ans, on commence à essayer de les utiliser. Alors là, il y a toute une série de crétins qui se mettent en route. Et par exemple, aujourd'hui, il y a la quasi-totalité des économistes qui pensent qu'avoir des taux d'intérêt très bas, c'est bon pour l'économie. Or, c'est pas vrai du tout. Mais ça fait rien, ça fait... vous n'avez pas un gars qui vous dit pas il faut maintenir des taux d'intérêt bas. Alors vous savez que ça ne marche pas, puisque c'est un faux prix. Il n'y a pas de raison qu'un faux prix marche. Il ne faut pas qu'il soit trop haut, mais il ne faut pas qu'il soit trop bas. Il faut qu'il soit juste là où il doit être, au prix du marché. Donc, comme l'explique d'ailleurs M. Delamarche, on a eu la japonisation de l'économie, on a la soviétisation, et la prochaine fois, c'est la libanisation, voilà, avec une société anéantie. Ben, c'est un peu ce qui se passe au Liban, oui. Oui. Et avec une corruption de la classe dirigeante au Liban qui est inimaginable. En particulier du gouverneur de la Banque centrale. Mais oui, et en effet, qui mériterait d'être en prison. La différence peut-être avec la corruption en France et au Liban, c'est peut-être qu'en France, ils le font avec un peu plus de discrétion. Je ne sais pas si vous trouvez que l'affaire, Alstom, non, mais il y a aucune, ça n'a pas été fait avec une grande discrétion. C'est vrai. Et les 4 millions d'euros qui ont disparu du compte de M. Macron. 150 000 euros de patrimoine à la commission des comptes de campagne. Qu'est-ce qu'il a touché pour la vente de Pfizer, du département de Pfizer à Nestlé, le département à nourriture enfantine à Nestlé? Il était dans la transaction. Il était bien sûr. À un moment, il a touché 4 millions, puis d'un seul coup, ils ont disparu de son compte. Pognon. Et la bizarrerie, c'est que ces scandales n'influent absolument pas sur l'opinion publique. Mais parce comme si les Français étaient... Mais on se tue les mettre au courant. Mais oui, non, mais des gens comme vous, sur le net. Mais combien de fois ça a été mentionné sur TF1 ou sur France 2 sur les médias de grand chemin. Sur les médias de grand chemin, si vous voulez. Donc, non, mais il y a... Est-ce que les Français ne sont pas encore sous l'état de sidération du Covid qui les empêche de prendre conscience de la réalité? Ils ont été hypnotisés, on dirait. C'est du rapport de l'hypnotiseur à l'hypnotisé. Je ne sais pas, c'est ce qui explique Gustave Le Bon dans sa Psychologie des foules. Oui, c'est possible qu'ils aient été hypnotisés, mais... Mais il faudrait bien recommencer en plus, parce qu'il nous a fait une déclaration. Il va nous falloir accepter le prix de la liberté, qui est le prix de notre aliénation, au contraire. Mais ça signifie qu'il veut récidiver avec la crise énergétique et la crise ukrainienne. Mais si vous voulez, ce qui va se passer, si j'ose dire, je le sais déjà, si on continue ça, c'est que la prochaine étape, c'est les tickets de rationnement pour l'énergie. C'est déjà ce qui explique. Et on se servira de votre... Compteur Linky ? Non, pas du compteur Linky, on servira de votre bulletin pour la vaccination. On mettra ça là-dessus, on dira, monsieur Gave, vous avez déjà pris l'avion 3 fois pour les États-Unis, c'est trop. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de voyager, etc. Donc maintenant, celui qui aura le droit de donner des licences d'utilisation de l'énergie, ça va être le fonctionnaire. Oui. Et la répartition, du coup, il sera tout à fait en haut de l'échelle sociale. Il répartira la pénurie. Il répartira la pénurie, mais en donnant beaucoup aux fonctionnaires et peu aux gens qui travaillent. Vous voyez l'établissement d'un pass énergétique là, qui va arriver, Charles Gave ? Ça paraît évident, je ne vois pas comment ils s'en sortent autrement.
Non, parce qu'à la limite, ils n'ont pas besoin de passe énergétique. Il suffit, à travers du compteur Linky, de couper la production en fonction de la structure de votre consommation. Ouais. Oui, ils peuvent faire ça aussi, mais pour prendre l'avion aux États-Unis, pour mettre de l'essence dans votre voiture, etc., vous devrez présenter votre passe. Votre passe, pour voir si passe énergie, pour voir si vous n'en dépensez pas trop. C'est hallucinant. Ouais. Mais le but des fonctionnaires, c'est quand même le ticket de rationnement, parce que c'est eux les chefs à ce moment-là. Vous vous rendez compte, si vous connaissez un fonctionnaire qui distribue les tickets de rationnement, comme il est populaire. C'était déjà le cas pendant les confinements avec ce que donnait l'État aux entreprises pour qu'elles puissent rémunérer leurs salariés. Leurs salariés, c'est... Et alors ce qui se passe, c'est Sauf que là, il n'y aura plus l'intermédiaire de l'entreprise, ce sera directement d'État à citoyen. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais de toute façon, on est mis en carte, on est fiché, ça y est. Oui. Et les tickets de rationnement de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, ont duré jusqu'en 1949. Je sais bien. Et en Angleterre, un peu plus encore. Jusqu'au 30 juin 1949, exactement. Et puis un jour, on a dit, si on les supprimait, cri d'orfraie des fonctionnaires en disant, mais ça va être une injustice totale. Et puis on les a supprimés, puis le marché a très bien fait son boulot. Et nous sommes rentrés dans les 30 Glorieuses. Et on est rentrés dans les 30 Glorieuses. Donc, encore une fois, il n'y a pas de... Il faut que les citoyens se mettent dans la tête qu'il n'y a que deux choix. L'État est un mal nécessaire, mais il faut tout faire pour l'empêcher de devenir le monstre qu'il est devenu. Donc il faut le ramener à ses dimensions normales. Ou bien l'État est mon allié et je vais gagner de l'argent grâce à lui. Donc ou bien l'État est l'ennemi, ou bien l'État, je m'en sers. Et les Français sont tous persuadés qu'ils reçoivent tellement de subventions de l'État qu'ils sont gagnants individuellement. Non, mais il ne faut pas croire non plus à un pays sans État. Il faudra, je ne crois pas une seconde. C'est un je État vous dis, c'est un mal nécessaire. Revenu à, voilà, je l'ai pas dit. J'ai dit l'État est un mal nécessaire, c'est-à-dire que... À ses tâches régaliennes. À ses tâches régaliennes. Et par exemple, l'État ne devrait pas être autorisé à avoir des déficits budgétaires. Alors justement, Pierre parle des tâches régaliennes. On pourrait peut-être conclure là-dessus, mais... Qui nous a dit au Parlement, au moment des votes du budget, la part du budget consacrée aux tâches régaliennes? Eh bien là, j'ai regardé, j'ai cherché aussi. Il y a quelques chiffres. La part réservée aux dépenses régaliennes n'a cessé de baisser ou de ne pas monter. Oui. Et tout ce qui a augmenté, c'est les transferts sociaux, massivement. Voilà. Et j'ai trouvé, moi, le pourcentage hallucinant de 7%. Oui. Peut-on considérer ce chiffre comme fiable? Il n'est pas loin. Si vous enlevez l'éducation nationale, sans doute, mais il faudrait d'ailleurs non seulement l'enlever, mais la supprimer. Oui. Mais ce ne serait pas plus mal. 7%. 7%, mais c'est-à-dire que c'est rien. Mais quand vous voyez Mais rien ne marche non plus dans le régalien. Ah oui, c'est ça, c'est qu'en plus, ça marche pas. Ils n'ont pas d'argent. Pas de justice, pas d'armée, pas de police. Et on n'a plus la monnaie. On n'a plus la monnaie. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus la monnaie, quelque part... Mais si vous voulez, la base de la démocratie, c'est le vote de l'impôt. Mais si vous empruntez à 20 ans ou à 30 ans, c'est un impôt que vous différez sur ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas nés et vont voter dans 20 ou 30 ans. Donc, dans une vraie démocratie, sauf en cas de guerre, l'État ne devrait pas avoir le droit d'emprunter à long terme. Oui, oui. Parce que c'est un impôt qu'il faudra payer, mais que les gens, du moment, n'ont pas voté. Après moi, le déluge. Oui. Oui, mais ça, c'était la royauté. En principe, ils avaient une certaine sécurité de l'emploi, mais qui n'a pas duré. Mais... Et on oublie souvent que nous nous appelons des contribuables. Oui. C'est-à-dire que ça suppose presque que nous soyons volontaires pour contribuer. Et en principe, je crois que la base de la démocratie, c'est l'acceptation de l'impôt. Oui. Mais encore faut-il qu'il soit simple, juste. Or, il n'est ni simple ni juste. Et donc, on a des impôts très compliqués. Essayez de faire remplir, moi, quand j'étais à Hong Kong, je remplissais ma déclaration d'impôt. C'était remarquable. Ils m'envoyaient un papier, ils me disaient, vous devez gagner tant, envoyez-nous 17%, merci beaucoup. Et vous voyez, c'était une carte postale, quoi. Et maintenant, je fais faire mes impôts en France par des gens spécialisés, mais c'est 7 ou 8 feuilles de papier auxquelles je ne comprends rien, et je ne suis pas plus bête qu'un autre. Et en plus, on n'est même pas payé pour remplir leurs fiches. Non, mais ça serait logique qu'on soit payé pour... Mais moi, je paye un maximum à ces gens-là, dans ce métier. Oui. Mais quelle valeur ajoutée ont-ils? Oui, c'est absolument. Rien. Donc, on me fait dépenser de l'argent dans un endroit qui ne me sert à rien. C'est des dépenses forcées. En fait, mes impôts sont augmentés du prix que je paye ces comptables. Pour les payer. Enfin, Parce que c'est incompréhensible. Et à l'autre bout de la chaîne, on ne s'y retrouve pas avec des services publics qui sont pourris. Mais les services publics, oui, mais c'est pas... C'est toujours la même chose, si vous voulez. Non, mais l'hôpital qu'on a vidé, il ne fallait pas la vider. On s'en rend compte aujourd'hui.
Oui, mais il y a toute une série de choses comme ça qui se passent, où on met les cagnottes. Par exemple, quand Sarkozy est arrivé, il y avait une espèce de grosse cagnotte pour le démantèlement des centrales nucléaires, qui avait été montée. Les types géraient le pognon, c'était des clients à moi, ils géraient le fric pour le démantèlement. Et puis Sarkozy est arrivé, il leur a dit non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Je vous donne un papier disant que l'État vous a pris votre cagnotte. Et voilà, c'est tout. L'État s'engage à payer le démantèlement des centrales nucléaires. Et donc, il a échangé un bout de papier sans valeur contre le trésor de guerre qu'on avait mis de côté. C'est du vol. Ouais. C'est du vol. Mais c'est effrayant à quel point cette classe est corrompue. Mais corrompue intellectuellement, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas une seconde à la démocratie. Ils pensent que leur jeu, c'est de flouer. C'est ça. Ouais. Les électeurs. Le mieux, ils flouent les électeurs. Le mieux, ils font leur boulot, quoi. Et ils pensent que les électeurs pensent ça aussi. Voilà. Que les électeurs vont voter pour eux parce que c'est des gros malins. Et qu'ils ont le droit de les emmerder en plus. Et qu'ils ont le puisqu'il droit. l'a déclaré. Donc, je suis très surpris, moi. Ça, je dois le dire moi aussi. C'était pas ma notion de la démocratie, mais... Moi non plus, mais bon, peut-être qu'on peut lui assurer, dans les quelques mois qui viennent, une réciprocité. Ce serait pas mal si on pouvait rendre la parole au peuple, parce que moi j'ai une certaine... Vous savez, quand... Je sais pas combien de temps on a. Nous finissons. Nous finissons, mais quand vous êtes dans un... Vous demandez à une... Vous mettez plein de bonbons dans une grosse jarre et vous demandez aux gens combien il y en a. Et puis bon, il y en a 2000, il y en a 1500, etc. Bon. Et puis, quand on compte, aussi curieux que ça paraisse, ça tombe toujours sur la moyenne des estimations. Intéressant, ça. Et la démocratie, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le résultat qui serait là, ici ou là, mais vous allez avoir le résultat du bon sens moyen. Oui, oui. Et c'est pour ça que la démocratie directe marche, c'est que le bon sens moyen, il se corrige avec le temps. Alors que quand vous élisez un Mélenchon ou un Mitterrand, les conneries continuent pendant des années. Elles ne s'arrêtent pas. Vive la démocratie directe pour terminer cette émission, Olivier. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, très bonne conclusion. Et il faut aller voir chez nos amis suisses comment ils font pour la votation. Et Vous moquez pas d'eux, enfin. Et technologiquement, c'est pas... Vous les imitez. Oui, mais bon. technologiquement, aujourd'hui, c'est pas difficile à organiser. Vous pouvez avoir en dessous de chaque machine Mais oui. Oui. un bouton. Avec oui des ou non, médias quoi. impartiaux quand même pour peser le pour et le contre face à l'opinion Mais publique. dès que le moment où les médias ne recevront plus 500 ou 600 millions d'euros du gouvernement parce que un des référendums aura interdit ça, ils redeviendront honnêtes et Ah oui, élus. ça ferait un objet de référendum. Ça. Évidemment. Ça fera la Arrête joie de des toute journalistes. subvention, bien n'importe sûr, quelle bien sûr, autorité. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Eh ben voilà. Eh bien, Merci Charles Gave. Profitez-en, chers téléspectateurs, pour aider Télévie Liberté qui, comme vous le savez, elle ne reçoit aucune subvention du gouvernement. Et n'entend pas en recevoir. Exactement, surtout pas. Surtout pas. Merci Charles Gave. Et eh bien, vous reviendrez pour Oui, constater sûrement, pour l'ampleur des constater. dégâts, sans doute. Mais Merci. Merci, à très bientôt, chers téléspectateurs. Merci Pierre. Merci Olivier. Merci monsieur.